Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir dire ciao patron et prendre votre indépendance, passer plus de temps à faire ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Insta, c'est là où je suis le plus présent. Vous tapez @une vie de liberté, vous allez tomber sur mon profil où vous avez tout. J'ai même fait une formation qui s'appelle Division foncière expert pour aller plus loin. Vous avez plus d'infos en cliquant dans les liens de ce podcast ou le lien de la bio de mon Insta. Et sur mon Insta, vous avez même des stories de travaux en avant-goût pour voir la division foncière en action. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et dans lequel on apprend ensemble tous les moyens de mener une vie plus libre, qu'elle soit dans les poches, parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même un peu de sous si on veut en profiter, mais aussi et surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, ça me paraît quand même compliqué d'être libre tout court. Je commence ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière et vous êtes nombreux. Un grand merci à Clément, Sonia, Yasmine, Xavier, Philippe, Charles, Julien, Jean-Baptiste, Anthony, Olivier, Claudine, Stéphanie, Adriane, Antoine, Nicolas, Cyril, Jérôme, Xavier, Philippe, Guillaume, Nimbus, Denise, Delphine et Laurence. Un grand merci à vous tous et aussi un gros big up à la majorité silencieuse. Voilà, j'avais lancé ce petit appel dans le dernier podcast en disant que la plupart des gens ne commentent pas ou ne likent pas parce qu'ils y pensent pas, parce que voilà, ils sont pas dans le truc clique, mets un pouce bleu et tout ça. Et je leur ai dit, ce coup-ci, mettez-moi un petit commentaire, salut, c'est la majorité silencieuse, et vous avez été nombreux à le faire, que ce soit en public ou en privé, et ça m'a touché, ça m'a fait très plaisir, donc merci à vous. On est 946 sur YouTube, on approche des 1000, ils se font désirer un peu là, si vous voulez me donner un coup de main. Je veux bien, mais c'est cool, bientôt 1000, c'est vraiment incroyable. On est 447 sur SoundCloud et 227 notes sur Apple Podcast, avec 5 nouveaux commentaires, vous m'avez régalé. Merci beaucoup à Alexis, Romain, Choup, DLD Style et Venom pour votre commentaire 5 étoiles, ça fait vraiment plaisir. Et on est plus de 4520 sur Insta, donc c'est top quoi. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, de m'envoyer des messages. Ce podcast, il y a toute une partie interactive sur les 20 premières minutes, donc c'est grâce à vous, ça fait vivre ce podcast, et ça me touche beaucoup. Pour les news, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, j'ai eu une semaine incroyablement chargée. Puisque avec mon acolyte Yann, avec lequel j'ai mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h, on avait un J'irai investir chez vous, et nous sommes allés chez Delphine et Manu, juste à côté d'Agen, où on a passé quelques jours incroyables, donc 2 jours entiers avec eux, mais comme Agen c'est loin, il y a au moins une journée de trajet, enfin une journée, j'exagère un peu, mais le trajet s'est étendu sur 2 jours, donc j'étais bien crevé, j'ai enchaîné par du crossfit, puisque aujourd'hui le crossfit fait partie de ma vie, où il y avait un entraînement bien spécial vendredi à ne pas rater, puisque il était fait en même temps par toutes les box de crossfit, toutes les box, les salles de crossfit du monde, donc c'était vraiment bien, et j'en ai encore mal au bras, puisque voyez-vous, j'enregistre ce podcast dimanche, puisque voilà, j'ai eu pas mal aussi de choses à faire toute la semaine, donc voilà, vous avez du podcast hyper frais là, qui date de la veille après-midi, donc c'était assez incroyable, et j'en ai profité pour faire un podcast FAQ, réponse aux questions. Je sais que vous aimez bien, ça me demande aussi, on va pas se mentir, un peu moins de travail de faire ces podcasts, et ça apporte aussi de la spontanéité et de la fraîcheur, donc je trouve que c'est cool, et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pu attendre ce dimanche pour vous préparer le podcast. Dans les news, donc, et bien sûr, tant que j'y suis, il y a une vidéo de ce J'irai investir chez vous sur la chaîne YouTube des Gentlemen Investisseurs. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi des rushs qui sont dans le nouveau vlog qui sortira mercredi à 18h, puisque pour ceux qui ne le savent pas,
Si vous écoutez le podcast sur YouTube, ou si vous l'écoutez ailleurs, en tout cas, bon, tous les mercredis soirs à 18h sort un nouveau vlog sur la chaîne. Voilà, un peu le résumé de ma semaine où j'essaye de partager des tips, que ce soit sur l'organisation, la productivité, sur les investissements ou tout simplement l'humeur du jour. Et ça vous plaît bien, et moi ça me plaît bien aussi de faire ça. Ça fait un peu de contenu vidéo, ça fait plaisir. Et depuis que je fais ça, les vues augmentent sur la chaîne et les abonnés aussi, donc c'est vraiment cool. Et pour la dernière news, je serai tout le 11 juin à Paris, puisque j'ai une formation là-bas. Je vais donner une formation sur les lotissements. Et la veille, je vais monter la veille, donc le jeudi 10 juin, je serai à Paris, dans le 8e. Si jamais ça vous intéresse de faire une terrasse ou quelque chose, ou un apéro, une vie de liberté, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram, et on regardera ce qu'on peut organiser, puisque voilà, je vais monter, je serai tout seul, donc autant en profiter pour se retrouver. Et voilà pour les news de la semaine. On va passer sur le sujet de la semaine dernière, et un sujet qui vous a beaucoup plu, puisque c'était sur le livre de Giorgio Nardone, Chevaucher son tigre. Voilà un podcast qui peut faire polémique, hein. On le verra, il y a une petite réflexion de Delphine dont on va parler, puisque c'est le podcast qui nous apprend à connaître toutes les stratagèmes pour se sortir des situations compliquées et faire de nous un guerrier pacifique, voilà, quelqu'un qui arrive à vaincre sans combattre, qui maîtrise tellement tous ces stratagèmes qu'on peut pas tester, quoi. Et voilà, j'ai adoré faire ce podcast et vraiment il vous a plu. Et justement, on a un premier message de Delphine. Delphine qui nous dit « La frontière entre stratagème et manipulation est parfois limite, non ?» Bah oui, elle est limite. On va pas se mentir, c'est la vérité. Bien sûr qu'elle est limite. Mais comme dirait l'autre, tu sais, c'est comme avec l'argent, par exemple. L'argent, il est neutre et tu peux l'utiliser pour faire des belles choses, comme pour faire de la pourriture. Tu peux utiliser l'argent pour sauver des gens qui sont dans la famine, ou tu peux l'utiliser pour fabriquer des missiles, tu vois. La manipulation, je pense que c'est un peu la même chose. Tu peux l'utiliser pour arriver à tes fins, bien sûr, mais pour le bien de tous, tu vois. Par exemple, quand je racontais l'histoire de mes barrières de chantier là que je laissais sur mes lotissements, quelque part, tout le monde gagnait du temps, et tout le monde avançait. Et je faisais pas de mal, puisque le chantier était nickel. Mais quelque part, oui, c'était calculé. Donc il y avait une manipulation. Et en tout cas, un stratagème. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Pour moi, la manipulation, au sens vraiment de ce mot-là, elle est toujours à des fins néfastes. Tu vas manipuler quelqu'un pour le retourner et pour lui faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc oui, effectivement. Nous, on est conscient avec ce livre-là que ces stratagèmes sont un grand pouvoir, et qu'avec ce grand pouvoir, comme ne le disait pas Peter Parker, mais Oncle Ben, hein, comme me l'a fait remarquer Cyril, comme le disait Oncle Ben, justement, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, quand on a conscience de tous ces stratagèmes, quand on est assez perspicace pour les mettre en œuvre, on doit les utiliser pour faire le bien, et pas pour faire le mal, quoi. On a un message de Clément qui nous dit « Salut à toi Anthony, j'espère que tu vas bien. Merci encore pour ton podcast et tout ce que tu partages. Je te rejoins pleinement avec les 13 stratagèmes que tu évoques. Je vois qu'avec le coup des barrières de chantier, tu es un petit filou, mais au fond, c'est très malin. À bientôt et au plaisir de pouvoir échanger avec toi, Clément. » Tu vois, je me rappelais plus que tu m'avais écrit ça, Clément, donc j'ai un peu spoilé dans le commentaire de Delphine. Mais c'est exactement ça, c'est un peu filou, quoi. Même quand je donnais l'exemple du gars qui s'était complètement énervé avec mon salarié, là, et où j'ai ajouté du bois pour éteindre le feu, au fond, j'avais peut-être pas conscientisé sur le moment que c'était la stratégie à employer, que c'était la bonne stratégie, mais quelque part, j'ai senti que c'était ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, et ça a marché, tu vois, il n'y a aucun moment j'ai eu envie de licencier ce salarié-là. C'était un bon gars, quoi. Il faisait son métier, il faisait ce qu'il avait à faire, et j'étais parfaitement conscient qu'il l'avait ni fait exprès, et il allait même pas se faire engueuler, quoi. Ça méritait pas du tout une engueulade, ce qu'il avait fait. Et pourtant, je suis allé à dire des choses que je pensais pas, quoi. Mais parce que je savais où ça allait nous amener, à une résolution de conflit rapide et presque immédiate, et où, en fait, tout le monde gagne du temps, quoi. Moi, je gagne du temps, la personne en face gagne du temps, et on passe vite à des choses plus sérieuses que de se prendre la tête pour des choses qui en valent pas la peine. Donc encore une fois, c'est sûr que c'est une manipulation, mais voilà, elle permet de se sortir d'une situation délicate, et ça permet aussi de rappeler quelque chose, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant, quoi. Et cette personne-là, pour le coup,
Je pense qu'elle avait conscience que voilà, ça lui a juste coupé sa machine à laver, que c'est pas quelque chose de grave du tout, que la personne qui a fait ça, c'est un ouvrier, c'est pas voilà, c'est pas le président de la République et qui à un moment, voilà, chacun œuvre dans les limites de son boulot et pas toujours bon quoi. Voilà, on se lève pas tous les matins avec des mains en or et à faire des choses exceptionnelles. On peut tous faire des conneries. Et je pense que ce particulier là chez lui, il en faisait aussi des conneries. Mais pour le coup, il n'était pas bienveillant. Et pour revenir sur le message de Delphine, dans la vie, on rencontre pas que des gens bienveillants. Nous, sur une vie de liberté, on est entre gens bienveillants. Quand on se voit en apéro IMO, ou quand on se voit en coaching, ou quand on se voit en voyage à l'étranger, en mastermind, on est tous entre gens bienveillants à s'aider. Mais dans la vraie vie, dans le vrai monde, quand on en sort un peu, c'est pas tout comme ça. Et face à des gens qui sont comme ça, qui sont malveillants carrément, qui peuvent nous vouloir du mal, qui peuvent vouloir nous écraser, qui peuvent vouloir prendre notre place par exemple, connaître ces stratagèmes-là et les mettre en œuvre, c'est hyper puissant. Parce que de l'extérieur, on peut paraître être quelqu'un de gentil, de posé, de calme, de sage. Et pour certaines personnes, ça peut être pris comme pour de la faiblesse ou pour de trop de gentillesse. Et justement, maîtriser ces stratagèmes, savoir les mettre en place et savoir retourner les gens qui sont malveillants au moment où il faut le faire, c'est très très puissant et ça fait du bien. Un message de Charles qui nous dit « Coucou, c'est la majorité silencieuse ». Dédicace à toi, Charles. Encore un chouette podcast. J'aime beaucoup les livres de développement personnel comme ça, qui présentent et imagent des règles hyper importantes. Et j'ajouterais que la difficulté est de les transposer et de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Entre parenthèses, c'est mon vrai problème, d'apprendre de la théorie sans forcément mettre en pratique. Ton mindset, tu arrivais déjà dans ton boulot salarié à les mettre en place, c'est impressionnant. Je sais pas. Merci encore, continue ainsi, la bise. Écoute, la bise à toi Charles. Charles justement que j'ai rencontré en mastermind immobilier, nous étions en Grèce à Kalamata et c'était vraiment un moment exceptionnel. Donc voilà, on a passé une semaine ensemble. Je sais pas si c'est impressionnant à l'époque de les mettre en place quand j'étais salarié. Moi, le mécanisme pour mettre en place tout ça, c'était la souffrance, si tu veux. C'est-à-dire que, comme je ne supportais pas vraiment le milieu dans lequel j'évoluais, qui était un peu hostile, comme j'en ai parlé la semaine dernière, pour moi, c'était une façon de survivre et de m'en sortir. Donc, j'étais vraiment acculé pour mettre ça en place. Après, pour ce que tu dis dans ton message, effectivement, bouffer que de la théorie, c'est pas très très bon, parce que ça te décale complètement, en fait. Ça fait de toi un expert un théoricien, quoi. Et si tu le mets pas en pratique, quelle est vraiment la valeur après de ce que tu as appris? On le voit beaucoup, je me souviens, j'ai eu des gens, même sur des forums que j'ai rencontrés, par exemple des forums d'investissement, des gens qui sont calés sur tout, la fiscalité, sur les rendements des différents placements, sur tout, et quand on leur demande ce qu'ils ont un PEA avec 1500 euros. Et justement, ce grand écart-là, il est un peu dangereux quelque part, parce que la théorie, ça fait pas de nous des gens qui font les choses. Et ce qui nous définit vraiment, c'est nos actes, c'est ce qu'on a réalisé dans notre vie. À la fin de notre vie, voilà, c'est ça qui compte. Parce que si on pousse le délire à l'extrême, il y a des gens qui regardent Netflix toute la journée et qui ont l'impression que c'est leur vie. Ils ont l'impression d'être heureux parce qu'ils ont l'impression de vivre la vie des protagonistes des séries qu'ils regardent. Et ça, il faudrait que je retrouve, mais j'ai même vu que ça avait été prouvé que pour certaines personnes, ça leur fait du bien, ils ont l'impression d'avoir une vie sociale, alors que souvent, ils restent enfermés chez eux à regarder la télé, quoi. Et c'est ce que peut nous créer des fois l'excès de théorie. C'est pour ça que moi, je suis d'avis quand on a lu un livre, essayer tout de suite d'en faire un résumé ou de noter les idées importantes et d'appliquer. Même si c'est impossible d'appliquer un livre entier, mais appliquer, retenir au moins ne serait-ce qu'une idée. Si tu retiens une idée d'un livre et que tu l'appliques, déjà t'as gagné. Et c'est ça qui est vraiment important, d'équilibrer ta théorie et ta pratique, pour pas te retrouver à faire, si tu fais que de la pratique, ça peut marcher, mais tu vas faire énormément d'erreurs, tu vas peut-être te planter, et tu vas devoir apprendre par toi-même, alors ça fonctionne, mais tu mets beaucoup plus de temps. Et si tu fais que de la théorie, tu vas être ultra frustré de savoir autant de choses, mais sans les mettre en pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment équilibrer tout ça. Et justement, sur un livre comme ça, sur les stratagèmes, c'est facile parce que la vie quotidienne, que ce soit dans les relations de travail ou dans les relations familiales parfois, ou même de voisinage ou de ce que tu veux, sans aller dans des choses incroyables, mais la vie nous donne beaucoup de comment dirais-je, de possibilités, en tout cas, d'utiliser tous ces stratagèmes-là.
Donc voilà, en tout cas, c'est un podcast qui vous a plu, qui m'a plu aussi beaucoup à moi à faire. Et voilà, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un peu ce que je disais à la fin, c'est de devenir le guerrier pacifique. Et c'est ça que j'aime, c'est vaincre sans combattre. C'est tellement puissant. C'est-à-dire que on arrive à inspirer les gens tout simplement, et du coup, ils n'ont pas envie d'aller se frotter à nous, quoi. Voilà. Ils savent que quoi qu'il arrive, on aura la réponse. Et ça, c'est génial. Et justement, je le disais aussi, quand on veut quitter la rat race, pour beaucoup de gens, la vie, c'est une lutte, quoi. C'est passer 35-40 heures par semaine à faire quelque chose qu'ils aiment pas pour 10 ou 15 euros de l'heure et lutter pour payer les factures, lutter pour tout. Et justement, en quittant la rat race, quand on arrive à avoir des revenus passifs et à remplacer les 1500 balles qu'on pourrait gagner en échangeant 40 heures de son temps par 3000 euros, dont 1500 euros qui pourraient provenir de la bourse et 1500 euros de l'immobilier par exemple, ou alors des revenus aussi de l'entrepreneuriat, en faisant des choses qu'on aime, on passe d'une vie de lutte qui est pas bonne, quoi, à une vie épanouie, une vie où on fait ce qu'on aime, et une vie où l'argent arrive comme ça, en automatique, même si bien sûr il a fallu du travail, ça passera que par le travail, hein, ça passera pas par bailler aux corneilles. Mais derrière, c'est une vie où on peut vaincre sans combattre. On n'a plus besoin de combattre au quotidien. Tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et je trouvais le parallèle vraiment intéressant. Et après 16 minutes à revenir sur le podcast de la semaine dernière, je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Donc le sujet, je vous l'ai dit au début de ce podcast, ce sera FAQ numéro 5. J'ai fait un petit appel sur Instagram, et d'ailleurs aussi mes stories sont aussi sur Facebook, donc si jamais vous voulez pouvoir me poser vos questions la prochaine fois, puisqu'elle arrivera, je pense, assez vite. Hein. Fin du mois, j'ai organisé un mastermind au parapente, où on va à Avoria, comme on dit. Et voilà, donc je vais avoir aussi une grosse semaine là-bas, et je pense que j'aurai pas le temps de vous faire un podcast ultra léché, comme, je sais pas si c'est ultra léché à chaque fois, mais en tout cas un podcast un peu plus travaillé comme j'aime bien faire. Donc je pense qu'on refera une FAQ, donc si vous voulez pouvoir me poser des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. On va tout de suite commencer avec une question de Nico. Nico qui me dit « Bonjour Tony, suite à une période extrêmement compliquée, nous avons maintenant peur de sortir de l'épargne. Nous avons donc quasi tout sur 2 livrets A, même si depuis l'an passé, nous avons un PEA en stratégie ETF et 2 assurances vie. Nous avons peur de passer le cap de l'IMO. Comment passer outre cette peur ? Voilà ma question et merci pour le bien apporté. Sans ton podcast et celui des gentlemen, je n'aurais jamais osé investir, Nico. » Bon, j'ai lu la pommade, hein, mais parce que ça me fait tellement plaisir, c'est ouf. Je crois que ça fait partie des meilleures choses que je suis capable que j'ai pu faire. De pouvoir aider les gens quand je lis des choses comme ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment trop cool et je suis content déjà que, tu vois Nico, dans ta question, tu me demandes comment passer outre cette peur, et la ligne d'après, je vois que tu me dis, sans mon podcast, t'aurais jamais osé investir. Donc déjà, t'as osé une fois. Et ça, c'est fantastique. T'as ouvert ton PEA, t'es passé en stratégie ETF, t'as fait le premier pas. Donc pour moi, déjà, t'as gagné. Donc ça veut dire que si t'as été capable de passer outre cette peur une fois, tu pourras passer une autre fois. Surtout que de tradition culture française, tu vois, on aime bien la pierre. Donc c'est plus facile d'acheter de l'immobilier que d'acheter de la bourse. Je suis d'accord, c'est pas les mêmes montants. En tout cas au début, quand on n'a pas le levier du crédit. Mais déjà, tu peux te féliciter parce que tu as déjà commencé. Donc ça veut dire que tu es capable de le faire. Après, pour te le rappeler, hein, et le rappeler aussi à tout le monde, et me le rappeler à moi, ça fait pas de mal non plus, l'inflation, elle grignote notre capital. Donc tout ce que tu as sur tes livrets A, où ça rapporte grassement 0,5% par an, hein, autrement dit petzouille quoi, c'est bouffé par l'inflation tous les mois. Et l'inflation, en moyenne, elle a été de 1,5, 2%. Je ne sais pas de combien elle sera pour les prochaines années. Il y a beaucoup de gens qui prédisent le retour de l'inflation en ce moment. Moi, personnellement, j'en sais rien du tout. Donc, je ne peux pas te dire si l'inflation va revenir ou pas. Aujourd'hui, Joe Biden aux États-Unis a prévu encore un plan de relance de l'économie avec une injection de capitaux énormes dans la bourse. Donc, ça, c'est censé créer de l'inflation. Mais on voit que il y a eu des capitaux énormes qui ont été injectés ces dernières années, que pour l'instant, ça n'a pas créé non plus. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas si l'inflation va revenir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dès aujourd'hui, elle grignote ton capital, et si elle revient fort, elle le grignotera encore plus. Pour la bourse, pour les ETF, pour ce que tu fais,
On sait que les performances passées, elles ne présagent pas des performances futures. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, sur 170 ans de recul en bourse, on voit que sur le long terme, ça n'a fait que monter. Donc la meilleure façon de protéger ton capital, si tu étais purement rationnel, tu vois, au-delà du fait que à court terme ça peut baisser, alors à ce moment-là, il faut mettre son argent en bourse, en ETF, puisque tu sais que sur le long terme, tu pourras préserver ton capital et le faire grossir vraiment. Une stratégie boursière en ETF, suivant le capital que tu vas mettre, enfin suivant la répartition que tu vas mettre entre ton actif risqué sur les ETF et ton actif sans risque, peut-être sur un fonds euro ou en obligation par exemple, tu fais à peu près, tu peux doubler ton capital tous les 8 ans quand même. Donc c'est quelque chose vraiment vraiment d'énorme sur le long terme. Donc voilà, là déjà, je sais que tu étais convaincu sur l'ETF. En ce qui concerne l'immobilier, pour passer outre ta peur, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà te former. Te former, te former, te former. Alors en écoutant le podcast des Gentlemen, tu vois, tu m'as dit sans ce podcast-là, j'aurais pas osé investir. Peut-être que déjà, rien que d'écouter ce podcast, ça te fait du bien. Et en masquer, en fait, petit à petit, ça affine ta culture immobilière, ça te permet d'aiguiser ta réflexion. Donc continue de manger du contenu d'immobilier, forme-toi, parce que plus tu seras formé, plus tu sauras, moins tu auras peur. Aujourd'hui, tu as peur parce que tu peux être ignorant sur certaines choses peut-être. Si tu es plus ignorant, tu auras déjà beaucoup moins peur. Ensuite, ce que je te dirais, c'est de commencer petit. Et ça, c'est un des meilleurs conseils aussi que je peux te donner. Pour prendre la confiance, commence petit. Un studio peut-être que tu peux mettre en LMNP, en location meublée à l'année, ou alors en LCD. Un studio en LCD, c'est très très bien. Tu peux pas te planter avec ça si tu l'achètes bien. Tu vois, sur le dernier investissement qu'on a fait, ou avec mon associé, on a acheté un studio qu'on a mis en location. On a 395 € de crédit. On l'a mis en loc saisonnière, pas saisonnière, pardon, en location courte durée. Et on fait à peu près en moyenne pratiquement 1000 € de chiffre d'affaires par mois. Une fois qu'on a déduit toutes les charges et le ménage, il doit rester quasiment 800, que je dis pas de bêtises, 750 €. Donc tu vois, on fait 300 balles de cash flow minimum chaque mois. Et voilà, et ça c'est un investissement dans une petite ville, une ville de à peine 20 000 habitants. Donc tu vois, en faisant ça, pour moi, tu peux pas te planter. Et ensuite, une autre chose qui est importante, c'est que tu aies toujours du crédit pour quelque chose qui vaut plus cher. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qui vient pas en tête en premier quand on n'a pas d'éducation financière. Là, tu vas faire un crédit pour une voiture, par exemple, à 20 000 €. Tu sors de la concession, la voiture, elle en vaut plus que 15 ou 16 000 si tu dois la revendre demain. Alors que si tu achètes un bien immobilier, ou que tu achètes un bien qui est bien négocié, ou alors un bien avec des travaux, ou en tout cas un bien où le propriétaire était pressé de vendre et tu as eu une décote, tu vas peut-être acheter 100 000 € quelque chose qui vaut 120 000. Et là, si tu dois revendre demain, tu es déjà quasiment gagnant, même avec les frais de notaire. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça qui sécurise. Tu vois, l'année dernière, j'ai acheté ma résidence principale, et avec tous les travaux, je suis arrivé à peu près, si je ne dis pas de bêtises, autour de 290 000 €. Et aujourd'hui, j'ai déjà eu une proposition par l'agent immobilier qui m'a vendu la maison à 350 000 €. Donc, aujourd'hui, j'ai un crédit pour quelque chose qui vaut plus cher. Alors, j'ai mis de l'apport dans cette maison. Mais si j'avais un crédit de 290 000 €, j'ai un crédit de 290 000 pour quelque chose qui vaut 350. Donc, tout de suite, là, maintenant, j'ai gagné 60 000 €. Donc, pourquoi avoir peur de quelque chose qui me fait gagner de l'argent tout de suite? Et c'est vraiment cette logique-là, cette mécanique qu'il faut que tu aies en tête. Si tu achètes un bien immobilier qui vaut plus cher que ce que tu le payes, alors bien sûr, pour tous les leviers que j'ai expliqués, ou des travaux, ou le fait que le vendeur est pressé, que tu arrives à avoir une décote, tu peux avoir une anomalie de marché, tu peux aussi décider de signer le compromis sans condition suspensive, par exemple, si tu achètes un studio à 40 000 €, si tu as 40 000 € d'épargne, tu peux signer sans condition suspensive de crédit. Comme ça, le vendeur va te faire un prix, il est sûr que tu auras ton crédit puisque tu n'en demandes pas. Ça ne t'empêche pas de demander un crédit à côté, bien entendu, de le faire financer à crédit, mais en le signant comme ça, tu peux avoir une décote de la part du vendeur. Et ça, c'est vraiment aussi super bien, quoi. Donc, c'est ce qui te permet de faire de bonnes affaires. Voilà ce que je peux te dire, Nico. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. On a une question de Thomas. Thomas qui me demande « À quand le podcast sur la fiscalité? En plus, c'est la bonne période. » Bon, je suis navré de te décevoir, Thomas, mais je ne ferai, je pense, jamais de podcast dédié à la fiscalité parce que ça me déprime, en fait.
Et pourtant, c'est hyper important. Moi, je me suis formé sur la fiscalité et j'invite tout le monde à se former sur la fiscalité, c'est très important. Mais si tu veux, comment dire, pour moi, c'est un mal nécessaire pour continuer d'investir en France. Tu as des pays comme à Dubaï où la fiscalité n'est même pas une question, puisqu'il n'y en a presque pas. Et ben, ça complique beaucoup moins tes déclarations d'impôts, complique beaucoup moins les déclarations de tes impôts sur les sociétés, tous les calculs. Moi, je vois sur ma société AB Invest, où on a à la fois de la TVA sur les produits qu'on vend, sur les livres par exemple, ou alors de la TVA sur marge, sur les lots de lotissement. C'est complètement fou, les calculs que la comptable fait tous les mois pour les déclarations de TVA et qu'elle me soumet pour que je vérifie, alors je refais pas son boulot, hein, mais que j'ai mon regard dessus, je trouve ça dingue. En France, on a créé des métiers juste en inventant des papiers, quoi. C'est en inventant du papier, de la fiscalité. Et toutes les niches fiscales qu'il y a derrière, quand tu fais ta déclaration, c'est complètement fou. Moi, cette année, ma déclaration, je l'ai repoussée, je l'ai fait la semaine dernière, et je l'ai repoussée, parce qu'à la fois j'ai du LMNP, à la fois j'ai du revenu foncier, j'ai du revenu du travail. Enfin, au final, ça devient absolument n'importe quoi, et j'y passe 3 heures à chaque fois, et j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc c'est assez fou, et je pense d'ailleurs que c'est la dernière année que je fais ma déclaration, et l'année prochaine, ce sera ma comptable qui la fera, parce que, à mon avis, ça sera plus simple. Mais j'ai pas envie de faire de podcast exprès sur la fiscalité. Par contre, il y a des bonnes pratiques qui sont intéressantes, et on en parle d'ailleurs un peu plus sur les gentlemen investisseurs, justement. Donc je pense que si on doit le faire, ce sera avec Yann, sur les gentlemen, et pas sur une vie de liberté. Mais en gros, pour un investisseur, pour ce qui compte pour nous, les meilleures niches fiscales françaises, c'est le LMNP, pour commencer, hein, le loueur meublé non professionnel, jusqu'à 23 000 euros ou à concurrence de tes revenus. Si tu gagnes 40 000 euros par exemple, tu peux faire 40 000 euros de revenus meublés. Alors on va prendre l'exemple de 23 000, hein, mais jusqu'à 23 000 euros, tu peux faire 23 000 euros de revenus meublés en amortissant ton bien, c'est-à-dire que chaque mois tu vas déduire de l'usure de ton bien. Tu prends en gros la valeur du bien, tu vois avec ton comptable, en général c'est entre 20 et 25 ans, et tu vas pouvoir venir déduire ça de tes charges en fait. Donc tu payes beaucoup moins d'impôts, voire pas du tout, et quand tu revends, tu es soumis à la plus-value des particuliers. Donc, comme si tu vendais une résidence secondaire, par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est une belle niche fiscale à utiliser. Il y a bien sûr la niche fiscale reine en France, la résidence principale. Si tu achètes une maison, tu l'habites, tu fais des travaux, tu la revends avec une énorme plus-value, du moment que c'est ta résidence principale, elle n'est pas taxée. Et ça, sans limite. Hein. Donc, si tu achètes une grande et belle maison, ou alors que tu fais une belle rénovation, que tu l'as fait de tes mains, ou alors voilà que tu as des astuces, tout ce que tu vas gagner ne sera pas taxé. Donc c'est vraiment un accélérateur de richesse incroyable, la résidence principale. On a le PEA, bien entendu. Hein. Et ça, j'en parle souvent, et je pense qu'on en reparlera dans le podcast des Gentlemen Investisseurs. Mais le PEA, c'est la niche fiscale par excellence, où au sein de cette enveloppe, alors les actions sont limitées, hein, c'est des actions françaises, européennes, mais on a quand même beaucoup d'ETF qui sont éligibles au PEA, qui sont très intéressants, qu'on peut acheter dans le PEA, et tous les achats et les reventes que tu fais au sein de ton PEA ne sont pas taxés. Donc la limite de dépôt sur un PEA, c'est 150 000 euros, mais si tu es très bon et avec le temps, tu peux très bien te retrouver un jour avec un PEA à 1 million d'euros. Et là-dessus, tu as seulement, hein, entre guillemets, bien entendu, 17,2% de taxes qui sont les prélèvements sociaux, mais tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est une niche fiscale par rapport, on est quand même au pays de l'impôt en France, hein, où on arrive à taxer les revenus du travail à presque 70% quand même, et donc là c'est taxé seulement à 17,2%, donc c'est juste magique, quoi. Donc c'est une niche fiscale à employer vraiment. Parce que parfois on essaye toujours de réinventer la roue pour voir les investissements qui permettront de gagner le plus. Mais c'est sûr que gérer la fiscalité, c'est énorme, il faut l'avoir en tête. Parce que rien que pour compenser par exemple la fiscalité d'un compte titre, qui est à 30%, avec celle d'un PEA à 17,2%, tu vois bien qu'il va falloir que tu fasses 12,8% de performance annuelle en plus pour compenser l'écart de fiscalité. Et là, je ne te parle pas des intérêts composés sur ces impôts que tu payes chaque mois, chaque année par exemple, dès que tu revends sur ton compte titre. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que le PEA est hyper important. Et la dernière niche fiscale, bien entendu, si tu es entrepreneur, c'est déjà d'être entrepreneur,
puisque si tu es salarié, ben voilà, hein, tu payes tes impôts, tu payes tout, et tu prends ce qui reste, voilà, les miettes, merci beaucoup. Et si tu es à ton compte, entrepreneur, ben bien sûr, tu peux te servir en premier. Alors, bien entendu, il faut que ce soit en accord avec l'activité de ton entreprise. Mais si tu as besoin d'appeler des gens ou avec ton entreprise, bah, il te faut un téléphone. Si tu as besoin d'un ordinateur pour faire tes factures, bah, il te faut un ordinateur. Si de temps en temps il faut que tu manges au restaurant avec tes clients, bah, tu peux manger au restaurant. Si tu as besoin d'une voiture pour te déplacer avec ton activité, bah, tu peux la mettre dans les charges, et ainsi de suite. Et à la fin, bah, avec ce qui reste, tu payeras les impôts sur le reste. Donc c'est quand même vraiment très très intéressant. Et bien entendu, bah, se payer le moins possible. Parce que si tu es à ton compte et que tu décides de te payer, bah, si tu veux te verser 4000 euros de salaire, tu vas donner 2000 euros à l'État tous les mois. Donc le but, c'est peut-être d'avoir une société en hyper bonne santé, tu vois, qui a beaucoup d'argent, ta société, toi te mettre bah, le salaire minimum pour pouvoir être couvert par la Sécu, ou aussi pouvoir, par exemple, euh, cotiser pour la retraite, si jamais tu crois encore à la retraite, mais pas un trop gros salaire, et si tu as besoin d'emprunter pour des biens immobiliers, de toute façon, on te demandera tes bilans de société, et si ta société a de l'argent, on te prêtera, même si tu te mets des petits salaires. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, Thomas, et on va passer à la question de Charlène. Charlène qui nous dit « J'aimerais savoir qui sont tes mentors et s'ils ont changé, qui étaient-ils et qui adorerais-tu rencontrer ?» Alors je crois que j'ai répondu à cette question, Charlène, il y a quelques mois dans la dernière FAQ sur mes mentors, où j'avais parlé, si je dis pas de bêtises, de Jean Laval, que j'avais beaucoup aimé, d'Antoine BM et de Cédric Anissette. En tout cas, tu vois, pour tous les mentors internet, et bien entendu d'un mentor dans la vraie vie, voilà, qui m'a beaucoup aidé, qui est un ancien client, voilà, qui a plus de 70 ans, un vieux de la vieille, et qui m'a beaucoup aidé sur les investissements. Mais sinon, pour te faire une réponse différente, quand tu me demandes, tu vois, s'ils ont changé, bah, il y avait Jean Rivière, que j'aimais beaucoup. Voilà, Jean Rivière qui était un marketeur du web, mais qui faisait des podcasts très intéressants sur le thème de la liberté, puisque pour lui c'était quelque chose qui était vraiment vraiment très très important, et voilà, il en parlait avec beaucoup de philosophie et beaucoup d'entrain de la liberté, et aujourd'hui il a un peu changé, il a même supprimé tous ses anciens podcasts, tout son ancien travail. Aujourd'hui il vit en Roumanie et il fait des vidéos dans lesquelles je me retrouve beaucoup moins, donc je le regarde plus. Mais voilà, et j'ai trouvé que c'était dommage de supprimer tout son travail. Et d'ailleurs, tu vois, ça me permet de parler de ça, mais je pense qu'on ne devrait pas supprimer son travail. Moi, ce que j'ai mis dans les vidéos d'une vie de liberté et que j'ai mis sur YouTube, bah voilà, j'en ai pas eu honte au moment où je les ai faits. Et donc aujourd'hui, je veux pas les supprimer en fait, je voudrais les laisser. Et même si un jour, bah, je décide d'en avoir marre, tu vois, et que je claque mon ordinateur et que je vogue vers d'autres horizons, bah, je pense que c'est important de les laisser parce que c'est comme pour un livre en fait. Quand on a fait un livre, on va pas aller chez tous les gens qui l'ont acheté, le retirer de la vente, le retirer de leurs étagères. Ils l'ont acheté, le livre nous appartient plus, on leur le laisse. On le leur laisse, et ben là, ça serait la même chose, tu vois. Je trouve que c'est dommage qu'il ait retiré son travail parce qu'il y a certains podcasts qui m'avaient énormément impacté. J'aurais aimé les réécouter, mais on peut plus. Et qui adorerais-je rencontrer? Bah écoute, je vais pas te parler encore d'entrepreneurs ou de personnes comme ça. Il y a une personne que j'aimerais rencontrer en ce moment, c'est Sofiane, alors Fianso, le rappeur. Pour ceux qui le connaissent pas, donc c'est un rappeur qui a 35 ou 36 ans et qui a percé il y a seulement 4 ans. Et il a eu une abnégation de folie puisqu'il a dû commencer de rapper à 16 ans, et de ses 16 à ses 31, 32 ans, quoi, enfin, ou 31 ans, mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté de sortir des trucs, d'essayer de choper le numéro des rappeurs qu'il aimait bien pour passer sur leurs morceaux, et ça marchait pas. Et il est allé de déconvenu en déconvenu en déconvenu, mais il a jamais, jamais, jamais lâché. Toujours, toujours continué. Et ça a fini par payer, voilà, il a fallu qu'il attende d'avoir 31 ans pour que ça paye. Et aujourd'hui, donc là, il a sorti un nouvel album, et ça m'a fait marrer parce que j'invite tous les entrepreneurs et tous les investisseurs qui écoutent ce podcast, donc c'est-à-dire tout le monde. Je vous invite à aller vraiment écouter ses dernières interviews. Il en a fait notamment une pour Combini et une autre pour Mouloud Achour, pour Click.
où il parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et justement, dans ses sons, il en parle beaucoup. Il dit qu'il surveille le Nasdaq, par exemple. Il dit qu'il va tellement chez le notaire que son fils croit que c'est son oncle. Bon, c'est de l'ego trip, hein, c'est du rap, c'est des punchlines. Mais forcément, nous, en tant qu'investisseurs, ça nous parle parce que les ETF, le Nasdaq, forcément qu'on surveille. Et on va aussi beaucoup chez le notaire quand on achète de l'IMO. Donc, on a l'impression il est authentique et c'est du rap qui nous parle parce que voilà, on se reconnaît là-dedans, quoi. Et donc j'ai trouvé ça vraiment cool et j'aimerais bien le rencontrer, ouais, tu vois, peut-être pour faire un podcast avec lui, si je me prenais à rêver. Et je pense que pour le dépassement de soi, pour l'abnégation, pour le fait de croire sans voir, tu vois, il a toujours cru qu'il allait percer, qu'il allait réussir, qu'il allait aller au bout de ses rêves sans le voir. Et autour de lui, tout le monde lui disait arrête, c'est mort, mec, t'as 31 ans, c'est fini, arrête. Et il a percé, il a utilisé plein d'idées, plein d'astuces pour arriver à être connu. Voilà, alors bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a fait beaucoup de choses sur YouTube pour finalement arriver à percer. Et aujourd'hui, il est multi-activité, il fait plein de choses. Il produit aussi des artistes. Et il a ce sentiment d'urgence de se dire j'ai mis 15 ans pour percer, maintenant j'ai réussi, combien de temps ça va durer? Et donc il fait plein de choses, il produit des artistes, il avance, il a toujours des milliers de projets, et il fait du théâtre aussi, donc c'est pour ça que ça me parle. Il a été 2 années au Festival d'Avignon, il a joué Gatsby le Magnifique, donc c'est incroyable, et je trouve que c'est une belle histoire. Je trouve que, voilà, que c'est du dépassement de soi, que ce soit au côté artistique ou au côté entrepreneur. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer. Voilà Charlène, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et on a une question de Gurvan. Gurvan qui nous dit tu gagnes 10 millions au loto, comment gères-tu cela? Alors tu vois, Gurvan, ça va être compliqué de gagner au loto parce que j'y joue pas. Et je pense que tu vois, c'est des sommes qui à une époque m'auraient vraiment fait rêver, de me dire oh là là, si je pouvais gagner ça. Et aujourd'hui que je suis investisseur, que je vis de mes investissements à plein temps, c'est marrant, mais c'est plus quelque chose qui me fait rêver le loto. Peut-être parce que, tu vois, forcément que c'est pas les mêmes montants, mais comment dirais-je? J'ai déjà l'impression d'avoir une vie de milliardaire, tu vois, puisque je me lève quand je veux, je fais que des activités qui me passionnent, je peux voyager, j'ai plein de projets que j'arrive à réaliser, donc j'ai pas cette envie-là, tu vois. Souvent les gens ils ont envie de gagner au loto pour que ça leur change leur quotidien. Moi aujourd'hui, mon quotidien je le trouve exceptionnel, donc j'aurais pas cette envie-là. Et pour répondre à ta question, si demain j'avais 10 millions d'euros qui tombaient du ciel, comment est-ce que je gérerais cela? Je pense que ça me permettrait tu vois, d'accélérer sur plein de projets. Et ça serait quand même assez génial. Je pense que je gérerais de la même façon que je gère aujourd'hui, mais en plus gros, quoi. Je pourrais investir une partie en bourse, j'investirais une partie dans l'immobilier, puisque tu vois, aujourd'hui, je fais de plus en plus de l'immobilier patrimonial. Et ben là, avec 10 millions, je pourrais faire du sacré patrimoine dans des endroits où pour l'instant je ne vais pas. Tu vois, je pourrais acheter quelque chose place Bellecour à Lyon, là, par exemple, avec ça. Donc ça serait assez excitant, puis ça permettrait de faire du gros effet de levier, tu vois, pour gaper encore plus. Après, voilà, est-ce que toujours plus, c'est toujours mieux? Ça, c'est la grande question, il faut que ça fasse du sens, tu vois. Et voilà, ça serait, est-ce que si c'est plus d'argent pour plus d'argent? Par contre, ça permettrait d'organiser des événements géniaux pour les masterminds avec 10 millions, tu parles. Là, on pourrait faire des trucs incroyables. Mais en tout cas, pour répondre sur le fond de ta question, comment je gérerais ça? Il y aurait forcément une partie qui passerait en bourse, c'est sûr. Il y aurait une partie qui passerait en immobilier patrimonial. Et je pense que j'utiliserai une partie pour un projet entrepreneurial. Alors aujourd'hui, moi, tout ce que j'entreprends, ça coûte pas très cher, tu vois, c'est souvent avec un micro et, et un casque. Mais par contre, pourquoi pas faire des séminaires un peu plus stylés? Bon, avec 10 millions, tu me diras, on ira loin. Mais pourquoi pas non plus investir dans les entreprises des autres, et faire du business angel? Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et en tout cas, c'est des sommes, tu vois, c'est des sommes énormes. Mais c'est des questions que je me pose jamais. Parce que voilà, 10 millions qui tombent du ciel, ça serait magnifique, mais ça arrive pas. Et moi, mon patrimoine, je l'ai construit petit à petit, en fait. Donc tu vois, c'est marrant, c'est une question que je me suis pas posée, en tout cas, pas de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que ma réponse t'aura satisfaite. On a une question de Jérôme. Jérôme qui me dit salut Tony, que penses-tu d'un premier investissement situé entre 1 heure et 2h15 de chez soi pour commencer? 1 heure, ça m'affole pas, Jérôme,
2h15, ça m'affole un peu plus. Après, ça dépend de ce que c'est comme bien. Si c'est un bien purement patrimonial, avec un emplacement super, et une agence immobilière qui est déjà sur le coup, et que tout est loué, 2h15, même 3h, 4h, ça m'affole pas. Si maintenant c'est de la LCD, ou si c'est un immeuble pas trop bien situé, avec des locataires où c'est un peu que un quartier pas terrible, ou beaucoup de profils un peu CAF, et alors bon, ne vous méprenez pas quand je dis ça. Ça vient de quelqu'un qui a investi à Saint-Étienne, voilà, dans un quartier qui était pas si mal d'ailleurs, mais qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps, on va dire. Puisque j'ai gardé cet immeuble 12 ans, et au moment où j'ai acheté, c'était un quartier qui était pas mal, à côté de la gare, et qui s'est dégradé un peu avec le temps. Aujourd'hui, c'est un investissement que j'ai vendu, mais voilà, j'étais content qu'il soit à 45 minutes de chez moi, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Voilà. J'avais 9 appartements, et j'avais beaucoup de gens bien, et quelques gens pas bien. Et les quelques gens pas bien prennent beaucoup de place, tu sais, donc voilà. Donc je t'ai tout donné dans ma réponse, en fait. Moi, ça m'affole pas. Si c'est un investissement où tu sens que voilà, c'est patrimonial et tu vas pas beaucoup. Moi, j'ai des investissements aujourd'hui, des maisons qui sont situées à 4 ou 5 kilomètres de chez moi, je n'y vais jamais. J'ai un appartement que j'avais acheté à l'époque, en 2015, dans une résidence. Je crois que j'y suis allé 2 fois. Il est en agence, et je suis allé une fois pour le visiter, je suis allé une fois pour poser du parquet flottant dans les chambres, et si j'y suis retourné une autre fois il y a 2 ans, entre deux locataires, pour voir l'état de l'appartement, qui était nickel. Donc tu vois, un investissement comme ça, hein, j'aurais même pu le faire à l'autre bout de la France, ça serait nickel, donc il n'y a pas vraiment de règle, quoi. J'ai une question alors, pseudo imprononçable, j'ai marqué, parce que oui, ton pseudo était imprononçable. À quand la playlist des morceaux que tu écoutes? Ouais, bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant, ça, tu passeras en MP, je te la donnerai. Mais dedans, il y a le dernier Booba, tu vois, il y a le dernier Sofiane que j'écoute, et le dernier album de Sadek, que j'aime beaucoup. On a une question de Romain. Quand est-ce que tu nous fais un nouveau freestyle de rap? Ça manque. Bah écoute, Romain, j'en ai plein mon téléphone, des freestyles de rap. Faut que tu viennes en mastermind. En mastermind, j'ai fait du rap. Mais non, j'en referai un de ces quatre. Promis. J'en referai un sur Instagram. Ouais, ouais, j'ai beaucoup écrit de trucs. Moi, ça m'amuse, hein, c'est pour le fun. Mais c'est cool. D'ailleurs, le dernier album de Sofiane m'a donné envie d'écrire des freestyles. Donc peut-être que ça pourrait arriver plus vite que tu le crois. On a une question de Vanessa. Vanessa qui nous dit: Je veux investir dans les ETF avec de bonnes valeurs RSE. As-tu une idée? Entre parenthèses, capitalisante si possible. Alors, qu'est-ce donc que les valeurs RSE, Vanessa? RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Donc voilà, une entreprise qui a de bonnes valeurs RSE, c'est une entreprise qui a une bonne politique salariale, qui en tout cas une conscience, une responsabilité sociale. Donc tout ça, c'est encadré, c'est normé. Et il existe, Vanessa, des ETF RSE, bien entendu. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je le ferai dans de petites proportions. Mais ça, c'est, comment dire, chacun a une sensibilité différente là-dessus. Voilà. Donc, pour commencer, si tout ça, ça t'intéresse, il y a un an, pendant le premier confinement, j'ai fait un podcast avec Emeric Young. Emeric Young, qui est directeur d'un fonds d'investissement, justement, sur les investissements socialement responsables. C'est vraiment très intéressant, si tu veux aller le voir. Voilà, les rendements sont moins élevés, hein, on est plus sur entre 2 et 4%, mais par contre on fait des choses bien. Donc voilà, sur une partie de son capital, ça peut être vraiment vraiment très intéressant. Et ensuite, pour ta question précise sur les valeurs RSE, je sais qu'il y a l'Ixor qui a une vaste gamme d'ETF RSE, enfin une vaste gamme, il y en a quelques-uns, dans lesquels tu peux choisir. Par contre, là où je te mets en garde, c'est que les frais sont quand même plus élevés. En moyenne, les performances de ces ETF sont moins bonnes que si tu prends un indice plus large, comme l'indice Monde ou le S&P 500. Tu as aussi moins de diversification. Donc là, tu as un peu plus de risques. Si tu prends un ETF Monde, tu as 1600 entreprises d'un coup. Si tu prends un ETF RSE, tu vas peut-être avoir seulement 20 boîtes. Donc il faut faire attention quand même. Moi, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir des valeurs et qu'on puisse avoir envie d'investir de façon responsable. Ce que je te dirais, c'est de le faire avec une allocation de ton capital, une petite partie, mais pas avec tout, justement pour ce que j'ai annoncé avant, moins de diversification, perf en baisse, frais plus élevés. Mais encore une fois, si ça a du sens pour toi, il faut aller là-dessus. Moi, je sais que je le fais pas parce que
Aujourd'hui, ça a plus de sens pour moi de faire une performance plus élevée parce que je sais les rendements que je veux atteindre et ce que je vais faire avec cet argent et ce capital et ce que je veux accomplir avec tout ça, les projets que j'ai sont pour moi plus importants, ont plus de sens et donc du coup j'ai besoin d'aller un peu plus vite. Mais on est tous différents et si pour toi c'est des choses qui ont beaucoup plus de sens et que tu es prête à accepter un rendement moins élevé ou des frais plus élevés, il faut le faire tout simplement. Donc je t'invite à aller chez Lixor, regarder, ils ont toute une gamme qui est assez intéressante. On a une question de Ben qui nous dit Hello, penses-tu investir dans une région beaucoup moins proche de chez toi? Alors écoute, je le fais déjà puisque j'ai une maison dans le Var où j'ai 2 appartements aussi. Voilà, donc c'est à 450 km de chez moi, où c'est tout en gestion en agence. Donc j'ai pas besoin d'y aller ou d'être trop près. Je fais de la LCD, c'est aussi géré par une conciergerie. Donc j'ai investi là-bas. Après, je t'avoue que les 3 quarts du temps, 95% du temps, ça se passe bien. Par contre, chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est moins agréable parce que forcément j'ai l'aller-retour à faire, ça me prend une journée et ainsi de suite. Donc je suis pas hyper fan de l'investissement locatif loin de chez soi. Par contre, en achat-revente, c'est super super intéressant et notamment quand tu vis de ça et que tu as du temps, tu peux voyager, tu peux te balader, tu peux saisir des opérations en achat-revente qui sont plus loin de chez toi, notamment sur la division foncière, sur ce que je fais, sur les lotissements. C'est vraiment intéressant parce que t'as pas besoin d'être beaucoup présent sur place. C'est pas comme quand tu fais construire un bâtiment où il peut y avoir des multiples points à regarder qui pourraient partir en sucette. Là, c'est juste du terrain et des réseaux. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais oui, je pense à investir moins proche de chez moi en achat-revente. J'ai déjà des chantiers, tu vois, qui sont à 3 quarts d'heure de chez moi et en achat-revente, ça pose aucun problème. Je peux aller même beaucoup plus loin. On a une question de Delphine qui nous dit Et si c'était à refaire, tu changerais quoi? Oh purée, je me rappelle plus quelle est cette question. D'ailleurs, il me semble que j'y avais répondu il y a quelques semaines. Euh, et j'avais dit d'ailleurs, je me souviens, j'avais dit que je changerais rien parce que même si j'ai mis longtemps, tu vois, et que je vais avoir 40 ans cette année, et que ça fait 3 ans vraiment maintenant que je suis libre, j'aurais bien aimé aller plus vite que ça, et pas être libre à 37 ans. Et à côté, je me dis qu'il y a des gens qui attendent 67 ans, tu vois, pour être libre, entre guillemets. Et qui le sont souvent, malheureusement, que quelques années, parce qu'on vieillit. Et puis derrière, on peut plus prendre l'avion, on peut plus voyager, on peut plus faire de sport parce qu'on est trop vieux, et ainsi de suite. Donc je me dis que je changerai rien parce que c'est toute la suite des actions que j'ai faites qui m'ont emmené jusque-là. Mais pour pas te faire cette réponse de Normand, la première chose que j'aurais aimé changer chez moi, c'est que j'apprendrais en premier à dire non, tu vois. C'est vraiment la chose la plus importante. Je me ferai confiance. Parce que je me souviens qu'il y a tellement de choses que j'ai voulu faire plus tôt et que j'ai pas fait parce que j'ai posé la question à des gens de ma famille, à plein de monde, où je voulais avoir leur avis et ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et comme je ne me faisais pas confiance, tout simplement je le faisais pas. Et j'aurais tellement dû le faire. Je serais allé beaucoup plus vite, c'est sûr. Donc en premier, j'apprendrais à me faire confiance. J'essaierai vraiment de développer ma confiance en moi par tous les moyens, tu vois. Je reprendrai la boxe plus tôt. La boxe, ça donne confiance en soi. Je ferai du parapente plus tôt. Le parapente, ça donne confiance en soi. Je ferai du théâtre plus tôt. J'investirai plus tôt. Tout ce qui donne confiance, j'essaierai de le faire plus tôt. J'apprendrai vraiment à dire non aux gens et à poser des limites. Puisque, voilà, c'est un secret pour personne. J'ai fait des podcasts là-dessus. Je suis quelqu'un qui a fait 2 burn-out. Et on fait pas des burn-out par hasard. On fait des burn-out parce qu'on va trop loin. Mais les gens vont aussi trop loin avec nous, et c'est pas la faute des gens. Alors bien sûr, on l'a vu au début du podcast, il y a des gens malveillants, mais c'est pas que la faute des gens, c'est la faute de soi de ne pas poser des limites. Et moi, si j'avais su poser des limites à l'époque aux gens qui m'entouraient, j'aurais pas fait de burn-out. Et voilà, après, comme je te le disais, c'est ces burn-out-là qui m'ont permis d'alimenter ma réflexion, d'avancer, et qui me permettent même de faire ce podcast aujourd'hui, tu vois, puisque j'en parle, et une de mes missions, c'est voilà, tu le vas sur mon Insta, c'est marqué du burn-out à l'épanouissement. Aujourd'hui, je peux répondre les yeux dans les yeux que je suis heureux. Et en plus, tu vois, toi, Delphine, tu m'as eu 2 jours, puisque c'est la Delphine avec qui on a fait un coaching, où tu vois la personne que je suis. Et je pense que je suis la même que dans les podcasts. Et voilà, aujourd'hui, je suis libre dans les poches, dans la tête. Je suis heureux.
Et voilà, ça n'a pas toujours été le cas, et je connais le chemin pour s'émanciper, pour arriver à dire non, pour arriver à poser des limites, et ça fait du bien aujourd'hui. Mais voilà, j'aurais aimé le faire plus tôt, pour répondre à ta question. On a une question de Stéphane. Stéphane qui va nous faire rebondir sur la question d'avant. Hello, tu parles souvent de PNL, comment l'as-tu apprise et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors Stéphane, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai appris la PNL, je la connais par contre, je l'ai connue, alors dans beaucoup de mes lectures d'il y a quelques années, mais où j'ai pas poussé plus que ça, tu vois, j'ai vu que ça existait. Après, on a tous vu Le Mentaliste à la télé, peut-être à l'époque où j'avais encore une télé avec Patrick Jane, tu vois, qui résolvait des enquêtes en étant mentaliste. Donc là, il y a de la PNL là-dedans, et c'était fascinant parce que lui arrivait à faire parler, manipuler les gens facilement. Donc ça ajoutait un peu, tu vois, à cet imaginaire collectif autour de la PNL. Et je m'y suis vraiment réintéressé il y a presque 4 ans où j'ai eu une coach qui pratiquait la PNL et qui m'a aidé justement à franchir le pas, tu vois, à la fin pour quitter la rat race. Et j'ai lu le livre de Tony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité, qui parle quasiment exclusivement de PNL, qui est hyper intéressant, ce livre, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et dernièrement, depuis quelques mois, je suis coaché par Fabien, qui est coach en PNL justement, et voilà, qui m'a permis d'avancer sur des derniers blocages que j'avais. Et c'est vraiment fantastique. La PNL, ça te permet de t'offrir une nouvelle perception des choses, une nouvelle vision. Tu vois, tu peux avoir parfois autour de toi des gens qui t'exaspèrent, par exemple, ou des gens qui ont de la prise sur toi, qui arrivent à te manipuler. Et grâce à la PNL, ça te permet d'avoir une autre vision des choses, une autre perception, et toi, changer les mécanismes automatiques que tu avais pour répondre à ces gens, pour t'opposer. Tu vas faire un pas de côté, et tu vas changer ton approche, changer ce que tu fais, et du coup, voilà, tout le monde autour de toi va changer aussi grâce à la PNL. La PNL, c'est vraiment fantastique pour ça. Ça peut t'aider pour plein de choses. Si tu as atteint des paliers, par exemple, dans tes objectifs professionnels ou dans tes finances personnelles, ou que tu as besoin de passer justement certains paliers, moi ça pouvait être le cas, hein. J'ai passé certains paliers que j'avais pas passé avant, et tu peux avoir du mal à l'accepter, ou alors du mal à voir comment gérer ou comment aller encore plus loin. Tu atteins un plafond de verre en fait. Et la PNL va t'aider à faire péter ce plafond de verre, te permettre de faire un pas de côté, t'offrir une nouvelle perception des choses, des chemins en fait que tu n'avais pas identifiés. Et on appelle ça la programmation neurolinguistique parce que c'est pas seulement de la parole, c'est des chemins neuronaux qui se réétablissent pour de vrai, ça a été prouvé. Tu crées en fait de nouvelles connexions neuronales qui te permettent une première fois d'apprendre les choses, là tu crées le chemin, et une fois que tu l'as créé, il est créé pour toujours. Et là, quand tu es face à une situation bloquante, ou alors face à un plafond de verre, là où avant tu aurais réagi toujours de la même façon, et là, tac, tu as tout un panel devant toi de façons dont tu peux réagir. Et tu peux arriver petit à petit à te dire, si je fais ça, quelle nouvelle perception j'aurai, quel nouveau chemin va s'ouvrir devant moi, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Tout seul, on peut arriver à le faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire à deux, prendre un coach qui est certifié en PNL, lui parler des objectifs que tu veux atteindre, des plafonds de verre que tu veux faire péter, et ensemble, voilà, vous faites voler tout ça en éclats, et c'est vraiment passionnant. On a une question de Steph maintenant, qui nous dit « J'aimerais savoir si tu peux un peu plus élaborer le retour sur investissement avec l'achat de terrain et la subdivision de lots. Par exemple, ta mise de fonds en fonction de la marge réalisée, quel est le rendement annuel intéressant pour toi ?» Alors Steph, merci pour ta question déjà. Alors on ne parle pas de rendement annuel en lotissement, on parle de rendement par opération. Donc pour moi, une marge intéressante, c'est un minimum de 25% de marge, et après le plus possible, mais c'est souvent entre 25 et 30%, puisque voilà, tu es quand même en concurrence avec d'autres gens, donc à moins de faire un coup de fusil incroyable, c'est plus dur d'avoir des marges de 30, 35, 40%. Mais partons sur une marge de 30% par exemple, voilà, ça veut dire que pour chaque opération, si l'opération te coûte, mettons, 100 000 euros, il y a 100 000 euros à financer, il faudra que tu fasses 30 000 euros de marge sur cette opération. Et si la banque te demande un apport, donc c'est souvent le cas, ils vont te demander par exemple 20% du montant à financer,
Donc là, pour cette opération à 100 000 euros de financement, il va falloir que tu poses 20 000 euros. Et si elle est à 30% de marge, tu vas gagner 30 000. Donc pour 20 000 euros investis vraiment de ta poche, donc 100 000 euros avec le levier de la banque qui va te prêter 80 000 euros, tu vas gagner 30 000 euros. Après, il y a toute la TVA qui entre en jeu, qui est inclus dans les 100 000. Ça, faut bien faire tes tableaux. C'est d'ailleurs ce que Petite pub, c'est moche. C'est d'ailleurs ce que je vends dans ma formation Division Foncière Expert. C'est vraiment tout ça. Mais si tu veux, dans l'idée, j'ai coutume de dire que tu doubles ton apport. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour moi, c'est que si je dois investir 40 000 euros de ma poche dans une affaire, il faut que je gagne net 40 000 euros. Voilà. Si je dois investir 100 000 euros de fonds propres, bon là ça fait une opération à 500 000, mais si je dois investir 100 000 euros de fonds propres dans l'affaire, il faut que je gagne 100 000 euros derrière. Voilà, 100 000 euros de marge. Et sur le montant à financer, ce que je regarde, si l'opération coûte 200 000 euros, il faut qu'elle en rapporte 260, voilà, qui est 30% de marge. Voilà Steph, j'espère en tout cas que ça aura répondu à ta question. Et on a une dernière question de Clément. Clément qui me dit « Salut Anthony, je souhaitais te poser la question suivante pour la FAQ de ton podcast de lundi prochain. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Construire ton petit immeuble de rapport ou acheter un immeuble de rapport avec une rénovation lourde? Et quel est l'impact fiscal entre les deux ?» Purée, ça c'est de la question pour terminer, là tu me fais pas un cadeau Clément. Alors pour moi, te le dire vraiment tout de go, en étant lotisseur, j'ai du terrain forcément, donc sur chacune de mes opérations, à partir de maintenant, je garde toujours un petit terrain et où je fais construire ou une maison ou un immeuble. Donc comme je produis moi-même du foncier, c'est plus facile pour moi de faire construire. Voilà. Mais ce que je trouve génial avec la construction, c'est vraiment top parce que tu pars à neuf, donc tu pars vraiment, tout est neuf. Tu as une garantie décennale, tu as tout. Donc tu sais que tu n'as aucun problème. Et souvent, en faisant une construction neuve, tu peux avoir une belle plus-value à la revente, ça t'en es sûr. Donc c'est très très intéressant. Souvent c'est patrimonial, c'est pas des rendements qui sont fous, mais aujourd'hui, là où j'en suis dans mon patrimoine, je cherche plus à faire des rentas de fous, je préfère faire des biens patrimoniaux où j'ai pas d'emmerde, tu vois, où ça se paye tout seul, où j'en entends pas parler. Au bout de 5-7 ans, je les revends, je les arbitre, j'encaisse ma plus-value, et je continue, rebelote. Et à côté, acheter un immeuble de rapport avec une rénovation lourde, pourquoi pas? Parce qu'au final, tu gardes que la coque et tu refais tout l'intérieur. Moi, ça me plaît bien. Mais par contre, c'est des opérations que je ferais plus en marchand de biens, tu vois. Ouais, j'achète l'immeuble, je le divise et je le revends en plateau. Ça va plus m'intéresser que de le garder en patrimoine. Après, le gros avantage, c'est que si tu fais un immeuble de rapport en rénovation lourde, tu peux avoir un emplacement vraiment premium que tu n'aurais pas avec une construction neuve. Une construction neuve, ça va être maintenant souvent des terrains là où ils sont, donc peut-être en périphérie de la ville ou moins bien placés. Si tu veux vraiment le top emplacement sur la place, tu seras obligé d'acheter un immeuble qui est déjà existant. Et voilà, faire une rénovation lourde, après, est-ce que tu auras la bonne décote et ainsi de suite? C'est tout un calcul à faire. Là, il n'y a pas de réponse qui est toute faite. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avec une construction, tu pars vraiment d'une feuille blanche, donc tu maîtrises vraiment tous tes coûts sur devis, et tu sais que voilà, si tout le monde a bien fait son travail, il n'y aura aucun dépassement. Alors que si tu fais un immeuble avec une rénovation lourde, là, c'est toujours un peu plus hasardeux, puisque faut que tu te prévois un budget où tu peux dépasser. Après, l'avantage d'une rénovation lourde, c'est que tu peux faire du déficit foncier, mais pour ça, le déficit foncier, tu fais baisser tes revenus du travail, donc ça implique que tu continues de bosser à côté, t'es pas rentier, ou alors tu te mets des gros salaires. Donc tout est à calculer. Je peux pas te dire qu'il y ait quelque chose de mieux ou de moins bien que l'autre fiscalement, parce que ça va vraiment dépendre de ta situation. Ce que je peux te dire moi, c'est qu'en tout cas, si je dois acheter un immeuble de rapport dans son jus, je préfère acheter un immeuble de rapport rincé et le refaire entièrement pour être sûr de ce que j'ai, de ce que je propose, et à la revente, avoir une super plus-value parce que tout sera neuf. Mais voilà, moi j'ai un petit amour et petite appétence pour la construction justement, parce que voilà, j'en suis pas à ma première construction. Pour moi, ça me paraît pas difficile. Au moins, on part d'une feuille blanche, on sait ce qu'on a à la fin, on sait ce qu'on a construit, et si on a une bonne équipe d'artisans autour de soi, généralement ça se passe très bien, et voilà, tout est sous garantie, et on sait où on met les pieds. Donc je préfère ça en tout cas. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est ce que je préfère.
Et voilà, on est arrivé au bout de ce podcast, au bout de ces questions. On va arriver sur un podcast d'1 heure. Donc, donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est un podcast où j'ai très très peu préparé les questions, voire pas du tout. La seule que j'ai un peu préparée, c'est celle de Vanessa, parce que je voulais aller chercher où étaient ces ETF. Et voilà, j'ai voulu que ça reste spontané, justement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de podcast vous a plu. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, m'envoyer des questions, même si vous n'êtes pas sur Insta, vous m'envoyez une question en DM ou sur Facebook, ou sur mon adresse de contact qui est dans la description du podcast. Et comme ça, je pourrai la noter pour un prochain épisode. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite vraiment d'avancer vers vos objectifs. Vous le savez, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.